Le handball, quand on y pense, c'est une explosivité de dingue, non? Des tirs à plus de 100 à l'heure, des changements de direction. Ah oui, c'est foudroyant. Mais toute cette intensité, elle a un prix. Et ce prix, c'est souvent les blessures. Malheureusement. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Comment on protège les athlètes? On a déniché une source vraiment incroyable pour ça, un manuel de prévention très très complet de la Fédération européenne de handball. Oui, L'idée, c'est pas de lire le manuel, mais de plonger dedans pour en sortir le concret. Ce qui est vraiment utile pour les coachs, pour les joueurs sur le terrain. exactement. L'objectif, c'est ça. Et je pense que pour bien comprendre, on peut regarder ça en 3 étapes. D'accord. D'abord, on pose le décor. De quoi on parle? Quelle blessure? Quelle fréquence? Juste pour voir l'ampleur du problème. Ok. Ensuite, on va zoomer sur les 2 blessures un peu emblématiques du hand, le genou qui lâche et l'épaule qui s'use. Les classiques. Voilà. Et enfin, le plus important, comment on intègre la prévention intelligemment. Parce que le but, c'est pas juste d'éviter les bobos, c'est de construire des athlètes plus forts, plus durables, Plus performant au final. plus performants. Tout à fait. Alors, commençons par les chiffres. Parce que ceux du manuel, ils sont assez saisissants, je trouve. Ah oui? On apprend que le risque de se blesser, il est démultiplié en match. On parle de quoi? 15 à 23 blessures pour 1000 heures de match, C'est énorme. contre seulement 1 à 4 à l'entraînement. C'est un rapport de 1 à 10, parfois plus. Et cet écart, il dit tout du sport en fait. L'entraînement, c'est un milieu contrôlé. Le match, c'est le chaos. C'est ça. Il y a l'imprévisibilité, la fatigue, la pression, les contacts. Ouf. C'est une tempête parfaite pour la blessure. D'accord. Mais ce chiffre, il nous dit aussi un truc très positif. Mhm. L'entraînement, c'est notre labo. C'est là qu'on a le temps, le contrôle pour forger la résilience. Le manuel fait aussi une distinction importante entre la blessure aiguë, le clac soudain, et la blessure de surutilisation, celle qui s'installe tout doucement. Oui, et les blessures de surutilisation sont plus pernicieuses. Comment ça? Une entorse de la cheville, on sait quand ça arrive, c'est direct. La douleur à l'épaule qui s'installe sur des semaines, c'est plus flou. Pensez au jumper's knee, cette douleur sous la rotule. Oui, très connu. Voilà, elle murmure avant de crier. Et souvent, elle apparaît quand on change de rythme. Typiquement en début de saison, quand on passe de 0 à 100. Le corps n'a juste pas le temps de s'adapter. Le document dresse même une sorte de carte des douleurs avec des différences entre les hommes et les femmes. Oui, c'est assez net. Chez les femmes, le gros point noir, c'est le genou. Et surtout, le ligament croisé antérieur, le fameux LCA. Et chez les hommes? Chez les hommes, on est plus sur les entorses de la cheville, même si le genou est jamais très loin. Et puis pour tout le monde, l'épaule, à force de lancer, ça reste une zone de souffrance. Alors justement, parlons-en. La blessure qui fait trembler tout le monde, la rupture du LCA. Et là, le manuel avance un chiffre qui m'a vraiment interpellé. Lequel? On imagine un choc, une collision. Mais non, environ 85% de ces ruptures se font toutes seules, sans contact. Absolument. C'est complètement contre-intuitif. On pense que le danger, c'est l'autre, mais en fait, il vient de l'intérieur. C'est le point fondamental. La blessure se joue dans un temps incroyablement court. 40 à 50 millisecondes après le contact du pied au sol. 50 millisecondes. C'est plus rapide qu'un clignement d'œil. Le joueur saute, change de direction et à la réception, paf, tout part de travers. Et on sait pourquoi. Oui, le manuel identifie des schémas très clairs. Atterrir jambes quasi tendues, D'accord, pas d'amorti. 0 amorti. Ou alors, poser le talon en premier, ce qui envoie une onde de choc directe. Et le pire, c'est ce qu'on appelle le valgus dynamique, ce mouvement où le genou rentre vers l'intérieur. Ah oui, je vois très bien. C'est le cocktail parfait pour que le ligament cède. C'est terrifiant parce que c'est ultra rapide. Comment on peut espérer corriger un truc qui se passe en 50 millisecondes? On ne le corrige pas avec la pensée, on le reprogramme. La stratégie, elle est double. Sur le terrain, on va travailler la qualité du mouvement. C'est-à-dire? Apprendre à atterrir doucement, en fléchissant les hanches, les genoux, comme un chat, en fait, pour que ce soit les muscles qui absorbent la force, pas les ligaments. Et en salle de muscu? En salle, on va cibler ce que j'appelle les gardiens du genou. Les gardiens du genou, j'aime bien l'image. Qui sont-ils? Alors, il y en a 3 principaux. D'abord, les ischio-jambiers, derrière la cuisse. Ils empêchent le tibia de filer vers l'avant. Ok. Ensuite, les quadriceps, mais en travaillant leur capacité à freiner le mouvement. Et enfin, les fessiers, les rotateurs externes de la hanche. Si la hanche est stable, le genou a beaucoup moins de chances de partir vers l'intérieur. Mais
Ce qui est fascinant, c'est cette idée de timing que vous évoquiez. Un joueur peut être très fort sur une machine, mais si le muscle ne s'active pas à la bonne milliseconde, Sa force est inutile. C'est exactement ça. La force brute ne suffit pas. Le manuel le montre bien. Une faible préactivation des ischios juste avant l'impact, c'est un facteur de risque majeur. ça veut dire que le cerveau n'a pas envoyé le signal assez tôt. Précisément, le signal «attention, atterrissage imminent, contractez-vous» arrive trop tard. On entraîne ça par la pliométrie, par des exercices de saut où on se concentre sur la qualité de la réception, pas sur la hauteur. On rééduque le réflexe. Ok, donc pour le genou, c'est stabilisation, renforcement ciblé et reprogrammation des réflexes. Est-ce qu'on a une logique similaire pour l'épaule? On retrouve la même logique de chaîne. Le manuel utilise le terme de chaîne cinétique et l'image est très parlante. Expliquez-nous. Imaginez un fouet. La puissance, elle part de la poignée, pas du bout. L'énergie est transférée. D'accord. Pour un tir au hand, c'est pareil. La puissance naît dans les jambes, elle est transférée par la rotation du tronc, et l'épaule, c'est juste le dernier maillon. Donc si un des maillons précédents est faible, c'est l'épaule qui paie les pots cassés. Précisément. Si le gainage est faible, si les abdos sont pas solides, le joueur va compenser en forçant uniquement avec le bras. Si l'omoplate n'est pas stable, l'articulation bouge n'importe comment. Tout le stress que le corps aurait dû absorber se concentre sur cette petite articulation. Et à force de répéter, Des centaines de fois par semaine et vous avez la recette parfaite pour une blessure de surutilisation. la prévention, c'est donc de muscler tout le corps, pas juste le bras qui tire. Exactement. Il faut un gainage en béton, des muscles du dos puissants pour fixer l'omoplate. Et surtout, il faut équilibrer les forces. Le manuel insiste beaucoup sur les rotateurs externes. L'arrière de l'épaule. Oui, les petits muscles à l'arrière qui agissent comme des freins pour décélérer le bras après le tir. Sans ces freins, l'articulation est projetée vers l'avant à chaque fois. C'est là que le manuel devient vraiment concret. Il dit bien que la prévention, ça doit pas être une série d'exercices ennuyeux à faire après l'entraînement. C'est la clé pour que ça marche. Personne n'a envie d'ajouter 30 minutes de corvée à la fin d'une séance. L'idée, c'est d'intégrer ça dans l'échauffement, dans les exercices. Il donne des exemples. Oui, il propose l'échauffement ramp. Raise pour élever la température. Active and mobilise pour activer les muscles clés. Et potentiate pour monter en intensité. C'est bien plus intelligent qu'un simple footing. Attendez, ça c'est un point qui m'a semblé crucial. La charge neurocognitive. Ah oui? Parce qu'à l'entraînement, on peut se concentrer sur sa réception de saut. Mais en match, avec la pression, le ballon, les adversaires, le cerveau a autre chose à faire que de penser à son genou. Vous mettez le doigt dessus. C'est la différence entre un environnement stérile et la réalité. J'ai vu des joueurs parfaits sur leurs exos de rééduc. En environnement contrôlé. Voilà. Et dès qu'on les remet en situation de jeu, même simulée, les vieux défauts reviennent. Le cerveau, sous pression, il retourne à ses schémas par défaut. Et comment on fait pour hacker ça? D'accord. Puis une tâche de décision, attraper la balle seulement si elle est rouge. Le joueur est obligé de faire le bon geste physique pendant que son cerveau est occupé ailleurs. C'est comme ça qu'on automatise. Une autre notion qui semble technique mais qui est du bon sens, c'est le load monitoring, le suivi de la charge. Alors ça, c'est fondamental pour éviter la surutilisation. L'idée est juste de quantifier l'effort. Le manuel propose un outil très simple, le SRPE. C'est-à-dire, À la fin de chaque séance, le joueur donne une note de 1 à 10 sur la difficulté. On multiplie par la durée et on a un score de charge. Ça permet de voir ce que l'équipe encaisse. et à quoi ça sert d'avoir ce chiffre? Ça sert à éviter les pics de charge brutaux. Le corps déteste ça. Le manuel donne une règle d'or. Si la charge d'une semaine augmente de plus de 20-30% par rapport à la moyenne des 4 semaines d'avant, Le risque de blessure explose. exactement. C'est ce qui arrive après les vacances ou une coupure. On veut reprendre trop vite. Cet outil permet au coach de lisser la progression et de protéger ses joueurs. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, l'idée c'est pas de mettre les joueurs dans du coton, mais de les préparer à l'intensité. C'est exactement ça. Ça passe par une compréhension fine des blessures, un renforcement ciblé, une technique parfaite même sous pression et une gestion intelligente de la charge. Le message fort du manuel, c'est que la prévention, ce n'est pas l'ennemi de la performance. C'en est une composante essentielle. Une équipe en bonne santé, c'est une meilleure équipe. Absolument. Une équipe qui s'entraîne mieux et qui est au complet pour les matchs importants. Les stratégies sont pas si compliquées, mais elles demandent d'être intentionnelles. Chaque exercice peut avoir un double objectif, performance et prévention. Pour finir, le manuel ouvre une porte sur un dernier aspect, les facteurs psychosociaux.
Il note que le stress, qu'il vienne de l'extérieur ou de l'équipe, peut augmenter le risque de blessure. Oui, et ça ouvre une porte fascinante. On passe des heures à blinder le corps contre les chocs physiques, mais si un simple pic de stress ou une mauvaise ambiance peut rendre un joueur physiquement plus cassant, C'est une autre dimension. la prochaine grande révolution dans la préparation sportive, elle est peut-être là, dans la préparation mentale, non pas pour la performance, mais pour la prévention. C'est quoi un gainage mental? La question reste ouverte.